الشركاء ديالو واحد الثقه على المدى المتوسط والبعيد. لا فيزيبيليتي اللي يمكن يعطي لهاد الشركاء، عنده قوه ناعمه، عنده حضور اقتصادي، عنده استقرار اللي كتأهله. عنده قوه ناعمه، عندك حقوق الفراوله قوه ناعمه. Quand on pense aux grandes querelles diplomatiques internationales, on s'imagine tout de suite des trucs très fermés. Ouais, les sommets à Bruxelles, les traités de 1000 pages, ce genre de choses. C'est ça. On s'attend à de la grande stratégie géopolitique, des mouvements d'échecs super complexes sur la scène mondiale. Mais il arrive parfois qu'un produit aussi banal, qu'une tomate en fait, se retrouve soudainement au centre d'une tempête diplomatique majeure. Une tomate, oui. C'est assez fou quand on y pense. Totalement fou. Comment le prix d'un simple légume sur un marché local peut carrément faire dérailler une négociation internationale avec l'Europe. C'est le paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui dans ce décryptage, en se basant sur un document assez singulier. Et le matériel source sur lequel on se penche aujourd'hui offre justement une fenêtre hyper intéressante sur cette collision entre le quotidien et la haute diplomatie. Il s'agit en fait d'un texte politique. C'est rédigé sous forme de tribune ou d'analyse critique, on va dire, qui prend pour cible les récentes déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Ouais, parce que le ministre a récemment tenté de redéfinir publiquement la nature des relations entre son pays et l'Union européenne, c'est bien ça? Absolument. Et ce qui rend l'analyse de ce texte vraiment pertinente, c'est pas du tout sa neutralité. Parce qu'il faut être clair, il n'en a absolument aucune. Non, c'est clair. C'est le moment de faire notre petit avertissement habituel, mais qui est crucial aujourd'hui. Ce texte est un pamphlet extrêmement polarisé. Très, très orienté, ouais. Chargé de jugement, de valeurs, d'attaques frontales. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, l'objectif ici n'est en aucun cas de prendre parti, de valider ces accusations ou de s'immiscer dans une querelle régionale. En tant qu'analyste, on est totalement impartiaux. Voilà, on est juste là pour disséquer la mécanique rhétorique, comprendre comment un argumentaire politique tente de déconstruire la crédibilité d'un État en opposant en fait ses discours internationaux à ses failles locales. C'est exactement ça. Et l'auteur du texte ne fait vraiment pas dans la dentelle. Le point de départ de toute cette controverse, c'est une expression très spécifique utilisée par le ministre, c'est « balle-balle ». Belle balle, oui. Ce qui, en français, se traduit par d'égal à égal ou sur un pied d'égalité. Et c'est l'exigence affichée par le Maroc pour ses futures relations avec le bloc européen. Sur le papier, réclamer un traitement équitable, ça semble être une posture assez standard, non ? Presque une évidence pour n'importe quel État souverain. Bah oui, on pourrait le penser. Mais le texte décrit une réaction qui va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre. Au lieu d'avoir un élan de fierté nationale ou un rassemblement patriotique, cette petite phrase a déclenché une avalanche de moqueries. Ouais, des mèmes, de la dérision sur les réseaux sociaux, surtout de la part de militants locaux. C'est ça. Si je comprends bien la logique de la source, c'est un peu comme si un employé subalterne déboulait dans le bureau de son patron pour exiger les mêmes avantages qu'un PDG lors de son évaluation annuelle. C'est une excellente analogie, ouais. Et la réaction décrite par le texte souligne vraiment un décalage fondamental dans la perception de la souveraineté. C'est-à-dire ? L'auteur explique que la rue, ou au moins une frange très active de la société civile, a perçu cette déclaration non pas comme une victoire, mais carrément comme une farce. D'accord. En diplomatie, exiger une relation d'égal à égal avec une superpuissance économique comme l'Union européenne, ça se décrète pas juste avec une formule choc en conférence de presse. Il faut avoir les reins solides derrière. Exactement. L'égalité, ça implique une symétrie dans le pouvoir de négociation. Ça veut dire qu'un État a la capacité de dire non, d'imposer ses normes, ou de menacer d'aller voir d'autres partenaires sans que son économie ne s'effondre. Et selon le texte, cette symétrie, elle est inexistante. Totalement. Le texte soutient que l'utilisation du balle-balle est perçue comme ridicule précisément parce que le public sait très bien que cette symétrie n'existe pas. L'auteur va jusqu'à qualifier le ministre de... je cite, bouffon. Ah oui, quand même. Ouais, il argue que cette posture ostentatoire, c'est juste un, je cite encore, discours nationaliste factice. Mais alors, c'est un peu comme s'asseoir à une table de poker avec des jetons en plastique, tu vois, et tenter un énorme coup de bluff face à un adversaire qui a tous les vrais jetons et qui en plus peut voir tes cartes. C'est exactement l'idée du texte. L'Union européenne connaît parfaitement l'état des finances de ses partenaires nord-africains. Alors pourquoi tenter un tel bluff si tout le monde, de la population locale aux bureaucrates de Bruxelles, voit clair dans le jeu? Le texte suggère qu'il y a un levier caché, genre une nouvelle alliance secrète. Eh bien, non, le texte avance exactement l'inverse.
L'auteur affirme qu'il n'y a aucun levier caché, aucune nouvelle marge de manœuvre. Donc c'est du vent. Selon la source, oui. La posture théâtrale n'est pas du tout destinée à intimider Bruxelles. L'Europe est décrite comme parfaitement consciente de la vulnérabilité de son partenaire. En fait, tout ça, c'est conçu uniquement pour la consommation interne. Ah, d'accord. Pour l'opinion publique nationale. Et c'est ça. Il s'agit de vendre des illusions de grandeur à une population qui subit le contre-coup d'une gestion économique désastreuse. C'est là que l'analyse devient hyper cynique sur le rôle du langage politique. Ouais. Quand les indicateurs économiques sont au rouge, on gonfle artificiellement la rhétorique diplomatique pour créer une diversion. Un écran de fumée pour restaurer un peu de fierté chez une population qui est décrite comme épuisée sur le plan économique. Voilà. C'est la thèse centrale de la source. Ce qui m'amène d'ailleurs à un détail du texte qui m'a qui m'a semblé complètement hors sujet au début. Au beau milieu de cette grande analyse géopolitique, l'auteur se met soudainement à parler de fraises et de tomates. Ah oui, le fameux passage agricole. Ouais. Il mentionne même, de façon hyper sarcastique, le soft power des champs de fraises. Et j'ai eu du mal à voir le lien direct, tu vois. Comment l'incapacité d'exporter un légume se transforme en argument pour démonter une stratégie diplomatique continentale. Alors, c'est une métaphore économique redoutable, en fait. C'est ancré dans la structure même des échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Ok, explique-moi ça. Pour comprendre, il faut regarder comment fonctionne historiquement le modèle d'exportation de la région vers l'Europe. Pendant des décennies, des accords d'association ont été signés pour exporter des produits agricoles à bas coût vers les supermarchés européens. Souvent en échange d'avantages politiques ou d'aide au développement, on est d'accord. Exactement. Et l'auteur utilise l'expression « soft power » des champs de fraises pour se moquer ouvertement de cette idée qu'exporter des fruits rouges vers l'Europe donnerait une véritable influence géopolitique. Un vrai soft power. Donc c'est une ambition illusoire face à une réalité beaucoup plus dure. C'est ça. Le texte oppose cette ambition à une réalité logistique brutale. Le système actuel, qui est frappé par l'inflation et la crise climatique, se révèle soudain incapable de sécuriser la production et l'exportation de la tomate. Et la tomate, c'est vraiment l'aliment de base par excellence, que ce soit pour le marché intérieur ou pour l'export. Voilà. Et l'auteur lie directement cette défaillance agricole à un diagnostic beaucoup plus sombre sur la souveraineté financière. Il parle d'un régime, ce sont ses mots, noyé dans la dépendance et les dettes. Ouais, il dit qu'ils ont passé des années à survivre grâce aux miettes des aides européennes. C'est violent, donc l'auteur utilise vraiment la crise de la tomate comme une métaphore directe de l'échec logistique et de la dépendance face à l'Europe. Absolument. C'est le paradoxe comique mis en avant par la source, tenter de tenir tête au bloc européen avec des mots fleuris sans fondement dans la réalité, alors qu'on n'arrive même pas à assurer ses exportations de base. C'est le gouffre entre le discours et le frigo, en gros. Exactement. La mécanique de la dette est centrale ici. Quand un État accumule des déficits abyssaux et qu'il dépend des subventions ou des lignes de crédit européennes pour maintenir son économie à flot, sa marge de manœuvre diplomatique est mathématiquement réduite à néant. Tu m'étonnes. Tu peux pas taper du poing sur la table pour renégocier des traités de libre-échange quand tu as désespérément besoin de l'argent de la personne en face de toi. C'est l'essence même de la critique. Si l'appareil productif n'arrive plus à tirer profit de ses avantages historiques, comme l'agriculture, l'endettement devient le seul moteur. Donc, réclamer le blablabla, c'est perçu par l'auteur comme une anomalie, une absurdité au regard des lois de la gravité économique. Ce qui soulève une question hyper logique en fin de compte. Si la réalité économique interdit toute vraie renégociation agressive, et que c'est évident pour tout le monde, d'où sort cette audace verbale ? C'est la bonne question. Parce qu'une diplomatie, même déconnectée de son économie, elle change pas de vocabulaire du jour au lendemain comme ça, sans raison. Et c'est là que le texte avance une théorie fascinante. Ah, la théorie du plagiat. Ouais, l'auteur soutient que tout ce narratif sur le gagnant-gagnant, l'exigence de souveraineté, c'est ni plus ni moins qu'une copie directe de la diplomatie algérienne. C'est vraiment le pivot de l'attaque politique de ce document. L'auteur ne dit pas juste que la diplomatie marocaine est inefficace. Il affirme qu'elle est un plagiat, une imitation forcée. Mais comment il justifie ça ? Bêtement, son argumentaire, c'est l'État algérien qui a historiquement construit sa doctrine diplomatique autour de ses concepts d'indépendance farouche, de rejet des rapports néocoloniaux. Donc la source décrit l'Algérie comme la pionnière de cette posture antis. C'est ça.
celle qui aurait refusé publiquement le rôle de simple marché de consommation pour l'Europe, en exigeant systématiquement la révision des accords d'association. L'auteur qualifie même ce vocabulaire de marque déposée algérienne. Une marque déposée, c'est dingue comme concept. C'est presque une accusation de violation de droits d'auteur en diplomatie, tu vois. Le texte dit pas seulement que la posture est infondée, il dit que le vocabulaire a été volé aux voisins. Oui, et pour justifier cette accusation, le texte crée une opposition historique très marquée entre les deux pays. Ouais, l'auteur utilise un vocabulaire assez extrême. Il qualifie le passé diplomatique marocain d'élève obéissant et de normalisateur au service de Bruxelles et de Paris. C'est vraiment pas flatteur. C'est clair, le récit de l'auteur repose sur ce contraste bidaire. Il affirme que pendant des décennies, la stratégie de Rabat, c'était de jouer le rôle du partenaire accommodant de l'Europe en Afrique du Nord. Et en échange de cette docilité économique, le pays aurait obtenu des financements et surtout un soutien diplomatique occidental, c'est ça, pour ce que la source appelle son agenda expansionniste. Exactement. C'est un modèle transactionnel super classique en fait. Accepter une subordination économique pour s'assurer une couverture politique sur des dossiers territoriaux jugés vitaux. Sauf que, selon le texte, ce pacte interdisait toute revendication d'égalité réelle. On mord pas la main qui nous nourrit, en gros. Ou on ne défie pas le parapluie sous lequel on s'abrite, pour reprendre l'image. Mais alors, si ce rôle d'élève obéissant fonctionnait pour atteindre ses objectifs, pourquoi briser ce modèle soudainement? Pourquoi se mettre à imiter la rhétorique du voisin au risque de froisser l'Europe et de se faire moquer en interne? Il a bien fallu un déclencheur. Eh bien, le déclencheur, selon le document, c'est la pression insoutenable d'une rivalité régionale en pleine mutation. C'est-à-dire? L'auteur avance que le système marocain s'est retrouvé complètement acculé parce qu'il perçoit comme les récentes, je cite, réalisations diplomatiques algériennes. Ah, donc c'est une histoire de compétition d'images. Totalement. Dans la guerre d'influence que se livrent les deux pays pour le leadership au Maghreb et en Afrique, la communication politique, c'est une arme de destruction massive. Ouais. Si ton voisin arrive à projeter l'image d'une diplomatie souveraine qui tient tête à l'Europe, toi tu peux plus te permettre d'apparaître comme le partenaire docile. Voilà. Le texte suggère que le recours au fameux bal, c'est pas l'expression d'une vraie puissance, mais une réaction de panique. Une imitation maladroite imposée par un complexe d'infériorité face aux avancées du camp d'en face. Donc ils auraient été forcés d'adopter des éléments de langage qu'ils n'avaient jamais osé prononcer pendant des décennies, juste pour pas perdre la face. C'est exactement l'argument du texte. C'est fascinant la façon dont la démonstration se referme comme un piège en fait. L'auteur prend une phrase prétentieuse, il expose les failles de l'économie réelle avec l'histoire des tomates et il conclut que la phrase a été volée à l'adversaire sous l'effet de la panique. C'est un exercice de démolition rhétorique parfait. Ouais, c'est un cœur d'école sur la guerre narrative moderne. Ce qu'il faut en retenir au final, c'est pas forcément la véracité de chaque pic lancé par l'auteur. Non, bien sûr. Mais c'est la mise en lumière d'une réalité de la diplomatie d'aujourd'hui. La porosité totale entre la politique intérieure, l'économie locale et la projection de puissance à l'étranger. Les mots sont des outils de combat. Et une simple expression de 3 syllabes qui était censée projeter l'autorité se retrouve retournée comme une arme pour exposer la vulnérabilité de l'État. Exactement. L'adversaire utilisera toujours le désastre local, l'endettement, la logistique qui flanche pour neutraliser la grande ambition globale. Sur la scène mondiale aujourd'hui, l'opacité, ça n'existe plus vraiment. Ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large, je trouve, sur l'évolution de la diplomatie à l'ère du numérique et du populisme. Si le langage diplomatique perd sa fonction première, qui est quand même de négocier concrètement, pour devenir juste un outil de propagande interne... Ouais, une rustine pour masquer des failles structurelles. Exactement, le risque d'accident systémique augmente vachement. Que se passe-t-il quand la réalité économique finit par rattraper définitivement la fiction diplomatique? Quand une population se rend compte que les promesses d'égalité avec les grandes puissances ne cachent même plus le manque de tomates sur le marché du coin? Le choc entre les deux est souvent brutal. Ouais, le gouffre entre le théâtre politique et la survie économique finit toujours par se combler, et l'histoire nous montre que ce rééquilibrage se fait rarement en douceur. C'est vraiment une question qu'on va garder en tête bien après avoir fermé ce document. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage, et à la prochaine.